Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Humain, a été réalisée le 27 juillet 2021. Si tu es le monde, si tu es la terre, alors tu es. Humain. Qu'est-ce que c'est être humain? Être humain, c'est être de la terre, né des éléments de l'eau et de la terre, d'une zone humide, de la boue ou de l'argile fertile que tu appelles humus. L'humain est celui qui vient de l'humus. Il y a environ 50 ou 40 millions d'années, une branche distincte de singe est apparue, caractérisée par une plus grande agilité dans ses mouvements, ainsi que par une configuration dentaire différente et une diminution de la pilosité corporelle, donnant naissance à une nouvelle branche évolutive du règne animal appelée les hominidés. Leur nom provient de deux étymologies liées entre elles. Tout d'abord du grec homos, qui signifie égal, comme dans homogène, de même ou d'égale origine, qui a donné le mot latin homo, hominis, signifiant homme. On pourrait dire qu'être des hommes, c'était se reconnaître comme égaux les uns aux autres. La notion d'hominidé renvoie donc à ceux qui sont semblables ou égaux aux hommes. Alors, est-ce qu'on descend du singe? Non, je sais qu'il est courant de banaliser la théorie de l'évolution en prétendant que, selon la science, nous descendons du singe, et en défendant l'hypothèse selon laquelle nous proviendrions d'extraterrestres ou directement de Dieu. Cependant, l'évolution est bien plus complexe que cela. L'humain est un être vivant appartenant au domaine eucaryote, au règne animal, au sous-règne Eumetazoa pilateria, au superphylum Deuterostomia, au sein du phylum Chordata, du sous-phylum Vertebrata, de l'intraphylum Gnathostomata, de la superclasse Tetrapoda, de la classe Mammalia, de la sous-classe Theria, de l'infraclasse Placentalia, du superordre Eurcontoglia, du grand ordre Eurconta, de l'ordre des primates, du sous-ordre des Aplorhini, de l'infraordre des Simiformes, au parvordre Catharini, de la superfamille des Hominoidea, de la famille et de la sous-famille des Hominidae, de la tribu des Hominini, de la sous-tribu des Iminina, du genre Homo, appartenant à l'espèce Homo sapiens, l'homme pensant ou sage. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle une liste de classification. Cela signifie que pour chaque aspect mentionné, il existe davantage d'êtres vivants qui ont donné naissance à davantage d'espèces. Comme tu peux le constater, les singes font partie de l'une de ces catégories, mais leurs branches commencent à suivre une voie différente, à un certain moment de l'histoire, plus précisément à partir de l'infraordre des simiformes, dont nous nous sommes séparés il y a près de 50 millions d'années. Depuis lors, les différentes branches mentionnées ont donné naissance à diverses espèces qui se sont éteintes ou évoluées vers nous, étape par étape. De manière générale, les Homo sapiens constituent la branche qui a survécu aux deux autres, aujourd'hui éteintes, appelées Néandertaliens d'Europe et Denisoviens d'Asie centrale. Ces trois espèces sont les sœurs directes des bonobos et des chimpanzés et les demi-sœurs du gorille. Les humains partagent 99% de leur génome avec ces trois espèces mentionnées. Nous sommes pratiquement identiques, donc nous ne descendons pas directement du singe, même si nous partageons un ancêtre commun. Et avec les hominidés, nous partageons plusieurs ancêtres communs. L'ancêtre catharin, qui nous relie
tous est probablement le Prophlopithecus, ancêtre des premiers bipèdes qui marchent sur deux pattes, ceux qui sont descendus des arbres et ont quitté les forêts, un processus initié par les Oreopithecus, dont les tentatives ont été consignées chez les Aurorins et les Ardipithecus. Mais ce n'est qu'il y a 4 millions d'années que, avec le célèbre Australopithecus, ils ont commencé à marcher debout vers l'horizon, utilisant leurs mains pour fabriquer des outils et leurs pieds pour marcher, plutôt que pour grimper. Ceux-ci ont été suivis par les Paranthropus et les Kenyanthropus, qui ont donné naissance au genre Homo. Autrement dit, au cours des 2 millions d'années environ. Qui ont vu se succéder différentes variétés d'Homo, classées selon les sites où elles ont été découvertes et selon leurs caractéristiques. Grothendgensis, habilis, Rhodophensis, Ergaster, Georgicus, Erectus, Cepranensis, Anthocessor, Heidelbergensis, Naledi, Luzonensis, Florensis, Rhodesiensis, Elmey, Necher, Ramla, Longhi, Neanderthalensis et Sapiens. Je n'avais entendu parler que de l'Australopithèque, de l'Homo habilis, de l'Homo erectus, du Néandertalien et de l'Homo sapiens. Ce sont ceux qui, en gros, représentent la période du changement les plus importantes pour cette espèce. C'est pourquoi ils constituent les points clés sur lesquels repose la théorie de l'évolution humaine, originaire d'Afrique, des zones de savane et de forêt des actuels Congo et Mozambique. Les hominidés se sont d'abord déplacés vers le sud de l'Afrique, puis vers le nord en suivant les pluies, la végétation et les animaux. À cette époque, le désert du Sahara n'existait pas encore. Il s'agissait plutôt d'un vaste réseau de lacs et de prairies riches en flore et en faune. Mais les sécheresses constantes, de plus en plus dévastatrices à certaines périodes, ont séparé les hominidés. Certains restant en Afrique, tandis que d'autres ont traversé vers le Moyen-Orient. Tout cela il y a entre 150 000 et 100 000 ans. De là, la plupart ont longé les côtes jusqu'à l'Inde, puis vers l'Indochine, d'où ils se sont répandus sur toute la grande péninsule indonésienne. Au nord, certaines tribus ont traversé l'Anatolie pour peupler l'Europe, tandis que d'autres se sont dirigés vers la Sibérie. Il y a environ 70 000 ans, l'éruption des volcans indonésiens déclenchée par la grande explosion du Toba à Sumatra a contraint les humains à migrer loin de la riche région de l'Indochine, vers l'Australie, puis en Amérique du Nord. Cela a également poussé de nombreux habitants d'Asie à se diriger vers l'Europe, la peuplant encore davantage. Le début de la glaciation a poussé les peuples à s'installer en Méditerranée et à s'éloigner de l'Alaska et de la Sibérie, marquant le début d'une phase d'expansion vers les Amériques, tant du nord vers le sud, par le détroit de Bering, que du sud vers le nord par les îles du Pacifique. La capacité d'adaptation de cette espèce lui a permis de gagner très rapidement du terrain face aux autres groupes du genre Homo, qui ont peu à peu disparu ou se sont mélangés aux sapiens. Et où interviennent les extraterrestres dans tout ça? Venons-nous d'eux? Les humains sont les enfants de la Terre, et c'est ici qu'ils sont apparus et ont évolué. La Terre est la mère qui a donné naissance à cette espèce. Cependant, au cours de l'histoire, certaines espèces extraterrestres ont visité ce monde et sont entrées en contact avec certaines tribus et certains groupes humains. Au cours de ce processus, il y a eu des échanges, au cours desquels non seulement des données génétiques extraterrestres ont été implantées chez certains individus, mais dans d'autres cas, il y a même eu des relations charnelles. Comme avec les Anunnaki. C'est exact, mais souviens-toi, cela n'enlève rien au fait que tu sois ici. Cela fait simplement de toi le gardien d'informations stellaires, des données qui ont considérablement stimulé le développement humain au cours des 50 000 dernières années, et sans lesquelles, si l'espèce n'avait pas été menacée d'extinction il y a environ 70 000 à 60 000 ans, il ne nous aurait jamais aidés. Les humains constituent une espèce clé,
fondamentale pour le développement de la conscience planétaire. La conscience humaine est le pivot du tournant décisif de cette planète. Une question. Est-ce la présence d'extraterrestres qui a favorisé l'apparition des races humaines? Pas exactement. Les humains sont tous considérés comme une seule et même espèce au-delà de leurs variations. Et celles-ci n'ont pas de lien direct avec l'intervention des frères stellaires. Cela a toutefois pu influencer davantage certains groupes ethniques que d'autres. Qu'en est-il des races humaines? Autrement dit, s'agit-il d'une autre classification? De nos jours, il est erroné de dire qu'il existe des races humaines. Mais il y a une chose à prendre en compte. L'éthique et la morale ne peuvent pas déterminer des faits classifiables, et encore moins l'éthique, qui repose justement sur la classification. Dans quel sens? Le mot race est très controversé quant à son origine, car il peut provenir de nombreuses sources. Il peut s'agir d'un dérivé du latin radix, racine, ou de ratio, pensée, raison, ou encore d'une origine plus logique venant de l'arabe, tête, race, car cela pourrait être une façon d'identifier quelqu'un par son visage. Bien sûr, c'est plus logique. Une race identifiée dans les différentes caractéristiques des divers groupes au sein d'une espèce. Tout comme il existe des races de chiens, de chats, de chevaux, de vaches. Cependant, tous sont des chiens et tous sont des chats, c'est-à-dire qu'ils font partie de la même espèce, mais sous des formes différentes. Cette classification ne pose pas de problème, elle est logique, elle sert à classer, jusqu'à ce que survienne le classique. Quoi? Les humains commencent à évaluer qui est meilleur ou pire dans cette classification. C'est comme évaluer quelle race de chien est meilleure qu'une autre, alors que cela n'a aucun sens, car les critères d'évaluation sont totalement subjectifs, jamais objectifs. Cette tendance à comparer a conduit les membres d'une race à se croire supérieurs à une autre, déclenchant une guerre autour de différences qui, en réalité, devraient nous enrichir. C'est ainsi qu'est né le racisme, c'est-à-dire un mouvement qui divise clairement les humains en races, comme si celle-ci était plus importante que l'espèce à laquelle ils appartiennent. Le racisme a favorisé la ségrégation humaine et a renforcé l'idée de l'esclavage. La vente d'êtres humains, le fait de considérer une race ou une ethnie comme un animal. En 1960, les mouvements égalitaires ont gagné les domaines de la science, de l'anthropologie et de la sociologie, ce qui a conduit à l'abandon du concept de race comme classification humaine en raison du poids historique de ce mot. La lutte contre le racisme et la glorification de l'égalité nous font parfois oublier les évidences. Les différences nous enrichissent. Il n'y a rien de mal à savoir que les races existent, à valoriser la race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge, à les reconnaître à travers leurs capacités, leurs dons, leur histoire, leur forme et leur beauté unique. Le poids de la souffrance qui a pesé sur les races a contraint l'humanité à chercher, dans une tentative quasi communiste, à mettre tout le monde sur un pied d'égalité, comme s'il n'y avait pas de différence. Vous avez tellement peur d'être différent, vous avez tellement peur d'être jugé, séparé, classé, vous avez tellement peur que certains prennent le pas sur d'autres, que vous supprimez des mots. Mais il vous est impossible d'effacer les faits, car au lieu de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir éduquer au respect et à la valorisation des différences, vous vous focalisez sur la lutte contre les mots. Et c'est là que réside la grande incohérence. Dans une lutte pour défendre l'éthique humaine, on écarte le mot race, en raison de son poids historique à l'époque de l'esclavage, alors que, dans le même temps, le mot éthique signifie race. Vraiment? L'éthique, l'ensemble des coutumes et des habitudes, vient du grec ethos, qui signifie séparer, diviser, classer, de l'indo-européen soué, et qui, avec son suffixe grec ikos, exprimant le relativisme, donne éthikos, c'est-à-dire éthique. Son adjectif dérive de ethnos, qui donne le célèbre mot ethnie, qui définit un peuple, une nation ou une race, c'est-à-dire les différences entre les groupes. Ethnie et éthique sont deux mots indissociables pour définir les façons de penser et d'agir d'un peuple ou d'une race donnée. Mais le mot ethnie n'a pas eu de connotation ségrégationniste dans l'histoire de l'esclavage.
C'est pourquoi le concept philosophique d'éthique est resté un attribut humain. Ça vient de me bouleverser complètement, car ça bouleverse tout ce que je pensais de l'éthique. Tout comme la morale, l'éthique définit une race ou une différence entre les groupes. Mais contrairement à la morale, l'éthique transcende les états pour englober des concepts subjectifs et internes à une culture, tandis que la morale se rapporte à un groupe concret d'un lieu ou d'une nation. Par conséquent, tout concept éthique et moral n'est rien d'autre qu'une idéologie issue d'une perception culturelle qui n'est pas directement liée aux faits. Comme ce qui se passe actuellement avec les genres masculins et féminins, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les humains se battent pour se considérer comme non-binaires. Encore une fois, c'est un concept éthique et moral, mais pas biologique. Te considérer comme appartenant à un genre ou à un autre, ou ne t'identifier à aucun des deux, est ton droit en tant qu'être libre, pensant et humain. Seule la liberté intérieure peut te dire comment tu te considères, mais ce combat repose sur quelque chose d'illogique. Tu ne peux pas changer ton corps. Biologiquement, on est de sexe masculin ou féminin. Éthiquement, tu peux être une femme ou un homme, ou ni l'un ni l'autre. Tu comprends la différence? Les humains conditionnent l'objectif par le subjectif, à l'image de celui qui impose l'idée d'un Dieu aux autres en prétendant qu'il est le seul et le vrai. Personne ne peut dire à un autre être humain comment il doit se sentir, ni le forcer à être ce qu'il n'est pas. Mais cela va au-delà de l'objectif. Tu es de genre masculin, et le savoir va au-delà de la morale. C'est une question de médecine, d'étude, de savoir comment prendre soin d'une personne, car les réactions chimiques, médicales et physiques ne sont pas les mêmes que les réactions morales et éthiques. Donc, ce que tu dis, c'est que nous, les humains, avons tendance à nous battre contre des choses inutiles pour nous reconnaître en tant que partie intégrante de quelque chose et valoriser ce que nous sommes, alors qu'une chose n'empêche pas l'autre. Le fait que je suis biologiquement de sexe masculin et que je le reconnaisse n'empêche pas que je m'identifie comme une personne non binaire ou que je me perçoive comme une femme. De même, reconnaître qu'il existe des noirs, des blancs, des jaunes ne fait pas de moi un raciste, mais c'est un fait objectif qui me permet de voir la richesse évolutive de l'être humain. L'humain est un individu animal qui a mené deux luttes constantes au cours de son existence, l'une interne et l'autre externe. La lutte externe est celle de la survie au sein d'un groupe, dans un contexte donné, en s'adaptant. La lutte interne concerne l'identification, la reconnaissance, la croyance. Contrairement au reste des animaux, les conflits humains liés à la survie extérieure sont tentés et nourris par les conflits internes, transformant ainsi les problèmes objectifs en conflits subjectifs. Comme lorsqu'il y a un problème de famine ou de pauvreté et que soudain apparaissent des visions politiques, sociales, philosophiques sur la manière de le résoudre. Et pourtant le problème reste là. Ce qui fait de l'humain un être humain est précisément ce qui l'empêche d'évoluer. Tout comme nous avons dit que les animaux possèdent un inconscient et une conscience animale, il existe également un inconscient et une conscience humaine, liés précisément à leur éternelle lutte conflictuelle entre l'interne et l'externe, le subjectif et l'objectif, la personnalité et la biologie, l'éthique et la morale. C'est un conflit qui n'existe pas dans le reste du monde animal, et c'est là la seule raison pour laquelle l'humain se distingue du reste des espèces. N'est-ce pas plutôt par l'intelligence? Non. En effet, de nombreux autres animaux font preuve d'intelligence, à des degrés divers. Le terme Homo sapiens désigne notre espèce comme l'homme sage, ou celui qui pense. Mais il est clair que ce n'est pas une qualité applicable à tous les êtres humains. C'est évident. Nous ne sommes pas sages. Et quant à penser, certains peut-être. De nombreux animaux pensent, ont une mémoire, des idées, résolvent des problèmes avec ingéniosité. Et je ne parle pas seulement des chimpanzés, mais même des pieuvres, les cétacés, les dauphins et les baleines comptent parmi les êtres les plus intelligents au monde, bien qu'ils n'aient pas développé de technologie externe ni de culture artistique. Ils possèdent des cultures internes, un langage et une organisation sociale, ainsi qu'une technologie interne de communication. Tout cela montre
que ce qui a réellement défini l'humain, c'est sa lutte entre l'objectif et le subjectif, entre le visible et l'invisible, entre le profane et le divin. Comment devenir un humain conscient, alors? Tu dois d'abord évaluer ton inconscience humaine, et cela fait référence à tous les schémas de croyances subjectifs qui définissent ta réalité objective, c'est-à-dire les attitudes, les manières, les intentions, les objectifs, les activités professionnelles, les amours, les relations, les émotions, les sentiments, les idées, les croyances, les perceptions et les qualités que tu possèdes. Sont-elles les tiennes? Appartiennent-elles? Ou sont-elles celles d'autrui que tu as imitées ou héritées? Reconnaître ce qui est authentique et ce qui relève de la tradition, déterminer où s'arrête le conditionnement culturel, social et familial, afin de construire ta propre individualité, avec ses propres conditionnements et libertés. Le monde subjectif d'un être humain est si riche et varié qu'il se confond avec la réalité, l'empêchant de voir clairement des concepts si simples qui ont été obscurcis par des schémas de croyances et des idées préconçues. Une fois que tu auras pu identifier cela, ce qui, je t'avertis d'ores et déjà, est le travail de toute une vie, tu pourras enfin commencer à entrevoir ce qu'est la conscience humaine. Qu'est-ce que c'est? Se reconnaître en harmonie avec la nature universelle, en se sachant le prolongement de l'esprit cosmique, et donc un pont entre le mondain et le divin, ce qui te rend responsable de toute la création. Dans l'Antiquité, certains croyaient que tout ce qui existe avait été créé pour que l'humain en fasse usage à sa guise. En réalité, l'humain naît de tout cela pour maintenir l'ensemble uni dans la cohérence et la résonance. L'humain conscient est l'aspect responsable qui maintient le statu quo dans la réalité, tout en cherchant les voies pour transcender vers d'autres dimensions. La tâche fondamentale de la conscience humaine est donc de se reconnaître comme multidimensionnel. Savoir que je suis infini dans ma subjectivité et fini dans l'objectivité. Que je suis un lien entre le subtil et le dense, pour la transcendance des deux. Contribuer à ce que le subtil fasse l'expérience du dense avec sagesse et que le dense s'élève vers le subtil avec amour. La conscience humaine, c'est reconnaître que tu fais partie de nombreux aspects visibles et invisibles, tous aussi valables les uns que les autres, qui enrichissent ton être et le monde que tu habites, ainsi que l'univers qui te génère. Je suis un portail multidimensionnel. En prendre conscience, c'est ce qui me rend véritablement humain. Et tu seras véritablement humain lorsque tu reconnaîtras en pleine conscience que tu es animal, végétal, minéral, élémental, atome, existence et univers, en cherchant à trouver en tout cela la divinité. Être humain, ce n'est pas être intelligent, c'est être un pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. Entre la terre et le ciel, éveiller la conscience de l'humanité, c'est donc lui rappeler sa responsabilité envers le monde extérieur et sa cohérence avec le monde intérieur. Lorsque les deux sont libres, on peut parler d'un véritable être humain. Je suis la racine du temps, l'histoire de l'existence incarnée, l'esprit et son parcours ancré, ici et maintenant. Tu es la conscience humaine sur terre. Réveille-toi et souviens-toi. Je suis humain.